Bonjour à tous. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je vais attendre, encore, une toute petite, minute avant, de bien démarrer. Donc je vois qu'il y a des petites réponses. Hésitez pas, pareil, à me dire dans le chat si à un moment, vous m'entendez pas bien, s'il y a un petit souci. Ah, bonjour tout le monde. Merci Maxime, je vais bien. J'espère que vous, ça va de votre côté. On va partir pour, environ, 45 minutes, d'un petit webinaire que je vous ai préparé sur, comment est-ce qu'on peut raconter ses expériences passées pour trouver un job en RSE. Bonjour, bonjour tout le monde. Ce que je vais vous proposer pour, ce webinaire, c'est déjà de vous mettre dans le bon état d'esprit. Moi, je vais vous demander de faire un petit pas de côté. On va parler un petit peu de visualisation. On va sortir, de termes un peu techniques. On va parler évidemment un petit peu RSE et comment est-ce qu'on peut, trouver les bonnes compétences, bien se raconter, mais on va surtout parler de storytelling. Bonjour Marie. De storytelling, donc de comment est-ce qu'on raconte une histoire, comment est-ce qu'on essaye de toucher, la personne qu'on a en face. Pour démarrer, je vais me présenter, rapidement. Donc moi, chez Maria et chez Indigo, je suis responsable pédagogique, qualité et carrière. Par le passé, j'ai accompagné, pas mal de personnes en reconversion professionnelle, plutôt sur, des métiers techniques, du type, développeur web et data analyst. Mais du coup, je suis très contente de pouvoir, m'attaquer aussi au sujet de la RSE, de gros sujets avec de gros enjeux. Donc voilà, je vous propose qu'on démarre un petit peu par ça et très rapidement avant de rentrer, un peu plus dans le vif du sujet, moi, je voulais vous dire que je suis aussi passée, voilà, par des phases, un peu plus compliquées au niveau de ma carrière où j'étais pas encore sûre de, ce dans quoi, je voulais aller. Je me suis retrouvée à un moment à faire, de la vente pendant pas mal de temps et ce que ça m'a permis de comprendre, déjà, ça m'a permis de sortir un petit peu de cette petite coquille qui peut être un petit peu compliquée à craquer par moment. Et ce que ça m'a permis de comprendre en accompagnant un petit peu des clientes, en leur parlant et en essayant de voir ce dont elles avaient besoin, c'est que j'ai compris qu'il y a quand même pas mal de personnes dans beaucoup de situations qui sont prêtes à être conseillées, qui sont prêtes à entendre des histoires, qui sont prêtes à ce qu'on les touche par le tableau qu'on leur dépeint à un moment donné. Et ce que je veux que vous compreniez par là, c'est que finalement, il n'y a pas grand-chose de plus fort que de savoir raconter une histoire, de pouvoir vraiment capter l'attention de son auditoire, de permettre du coup aux personnes qui vous écoutent ou à la personne qui vous écoute de pouvoir se reconnaître dans ce que vous racontez, de pouvoir trouver sa place, de pouvoir avoir un but, de vouloir vivre des aventures. Enfin, voilà, quand je vous disais un petit pas de côté, c'est vraiment ce dont on va parler aujourd'hui et de se dire, OK, comment est-ce qu'on gagne la confiance de la personne en face, comment est-ce qu'on crée des émotions et comment du coup est-ce qu'on rend vraiment son histoire un petit peu commune à plein de choses et on va un petit peu aller un peu plus dans le détail là-dessus. Donc dites-moi pareil si les slides se changent bien au bon moment. Mais pour la première partie, pour pouvoir vraiment se raconter, pour pouvoir parler de soi, il faut d'abord finalement savoir qui on est. Il faut apprendre à se connaître pour pouvoir se mettre en avant. Et c'est souvent une partie finalement sur laquelle on ne prend pas énormément de temps parce qu'on se dit, OK, finalement, je sais à peu près qui je suis. Si là, je suis dans une démarche de recherche d'emploi, bon, bah, je sais à peu près ce que je veux. Mais ce n'est pas toujours vraiment le cas. C'est vraiment super important finalement que dans une recherche d'emploi, on prenne le temps avant de s'engager dans les process, dans les lettres de motivation, dans le fait de postuler, de faire le point sur qui on est, de faire le point sur ses compétences. Et quand je parle de compétences, c'est à la fois des compétences plus techniques, donc les hard skills, mais aussi les soft skills.
dans votre job précédent, pardon, ou dans votre job actuel, qu'est-ce qui fait votre force? Qu'est-ce qui fait que finalement on aime travailler avec vous? Qu'est-ce qu'on reconnaît dans votre travail? Et ça va être super important de poser des mots là-dessus. Des fois, on a vraiment l'impression de savoir, mais le fait d'y associer un mot, c'est de donner une existence, on va dire, encore plus forte à cette compétence-là. Et c'est aussi de se dire, OK, finalement, comment est-ce que je vais en parler? Comment est-ce que je peux décrire ce sentiment ou ces feedbacks à un moment qu'on m'a fait? Quels mots je pose dessus? Ensuite, puisqu'on est dans le domaine de la RSE, qu'on se dit, OK, moi, je veux passer, je sais pas, du marketing à la RSE, ça va être un moment de se poser la question de, finalement, quelles sont les compétences que j'ai, moi, au départ, dans mes expériences professionnelles précédentes et que je vais vraiment pouvoir venir transférer au métier de la RSE. Et là, ça va être vraiment super important de se dire, OK, est-ce que moi, toutes les compétences techniques, donc les hard skills dont on parlait tout à l'heure, est-ce que ça va être des choses que je vais pouvoir réutiliser? Est-ce que dans un premier temps, je me dis, ah mince, en fait, ça n'a absolument rien à voir? Est-ce que je ne dois pas y réfléchir une seconde fois pour me dire, OK, comment est-ce que je peux passer de l'un à l'autre, faire le lien, encore une fois, associer les bons mots, peut-être en marketing, on utilise un certain terme pour une certaine compétence, mais que finalement, en RSE, il y a quelque chose de très similaire qui s'en rapproche. Donc, c'est vraiment essayer de trouver le bon mot pour pouvoir en parler et que la personne, du coup, à laquelle vous en parlez, si demain vous êtes face à un recruteur, ça va être d'utiliser les bons mots-clés. Finalement, ça se joue aussi beaucoup à ça. C'est si j'utilise le bon mot, ça fait écho à quelque chose, ça rappelle telle et telle compétence, telle et telle expérience. Et là, OK, finalement, ça parle un petit peu plus au recruteur qui est en face de moi. La troisième chose pour apprendre à se connaître, et généralement dans le cas d'une reconversion, c'est quelque chose de très important et de très fort, de très marquant dans votre histoire, et donc c'est quelque chose auquel vous n'allez pas du tout pouvoir échapper en entretien, c'est de se dire quelles sont vos convictions, quel a été le déclic de votre reconversion. Et encore une fois, l'importance de poser les bons mots là-dessus, de venir se dire OK, moi, il y a un moment où j'ai senti que j'étais pas à ma place dans mon expérience précédente, dans mon métier précédent. J'ai voulu changer, j'ai voulu me diriger vers les métiers de la RSE, potentiellement devenir responsable RSE. Qu'est-ce qui a fait ce déclic? Est-ce que c'était vraiment marqué par mes valeurs? Est-ce que j'ai toujours eu ces valeurs-là à un moment de ma vie? Est-ce que finalement, il y a eu une expérience très précise, une mission très précise qui a engendré chez moi le déclic? Donc voilà, de vous mettre au clair sur ces 3 points et de vraiment vous faire un espèce de petit tableau où vous vous dites, OK, ça c'est qui je suis aujourd'hui et c'est ce que j'ai à proposer, disons aussi, à mon futur recruteur. Et ce qui va aller avec ça et qui va vous permettre de compléter et d'apporter vraiment une partie super concrète à toutes ces choses, c'est ce que moi j'appelle votre contexte. C'est qu'en fait, toutes ces compétences, toutes ces valeurs, ces convictions, elles sont intervenues dans un certain contexte, dans un lieu, dans un moment associatif où vous vous êtes engagé en tant que bénévole. Et ça, c'est super important, encore une fois, de faire les bonnes associations, de faire le bon lien. Donc, de reprendre vos différentes expériences professionnelles et de vous dire à quel moment est-ce que j'ai pu vraiment utiliser telle et telle compétence. Encore une fois, on parlait de compétences transférables. Est-ce que finalement, j'ai des compétences qui se rejoignent d'une expérience professionnelle à l'autre? Donc, de vous mettre au clair là-dessus et du coup, de ne pas négliger aussi tout ce qui est un petit peu en dehors du monde professionnel. Et là, ça peut être des projets personnels parce que vous avez une passion, je sais pas, dans le sport, dans la musique, peu importe, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et dans lequel vous vous êtes investi. Ou alors parce que vous faites partie d'une association, parce qu'en fait, c'est des choses aussi auxquelles vous allez pouvoir vous raccrocher, c'est des choses qui vont créer énormément de liens aussi pour la personne qui est en face de vous et qui vous écoute. Je ne sais pas si vous y avez déjà fait attention, mais c'est toujours ces petites choses. Des fois, c'est aussi les expériences pro quand on est très touché, très impacté par ce qu'on fait au quotidien. Mais c'est ces petites choses qui vous donnent le sourire quand vous en parlez. Et ça, c'est aussi un truc qui va venir éveiller l'écoute active, on va dire, de la personne qui est en face. Encore plus loin, on va dire, du monde professionnel, ça peut être vos voyages. Vous avez habité pendant plusieurs années à l'étranger, vous avez travaillé à l'étranger. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Mais encore une fois, on essaie d'apporter quelque chose de très concret. Donc, c'est pas juste de dire moi, j'ai passé une semaine en Thaïlande, j'ai trouvé ça fou et basta. Non, c'est de se dire, OK, j'ai découvert une nouvelle culture, ça m'a permis de changer ma vision du travail, ma perception de la chose, de comment est-ce que je voulais peut-être m'engager encore plus sur tel et tel domaine.
et donc vraiment de faire le point sur vous. Et ce que je vais vous demander là très rapidement dans le chat, juste pour qu'on puisse aller plus loin et en discuter un petit peu, c'est il y a pas mal de tendances, si vous lisez un petit peu ce qui se fait sur le learning, sur les compétences, etc. Il y a pas mal de tendances et de compétences qui ressortent à certaines périodes. Et en ce moment, il y a des compétences qui sont très recherchées, autant dans la formation que dans le monde du travail. Et je vais vous demander dans le chat, si ça vous dit quelque chose, si vous avez une idée, n'hésitez pas à répondre. Pour vous, quelles sont les compétences qui sont considérées comme étant le plus important aujourd'hui? Et je ne parle pas spécifiquement de métier RSE, là on fait très large. Est-ce que vous pouvez me donner des compétences? Ça peut être des soft skills. Alors, du coup, encore plus précis, Mirana, si tu peux, quelles soft skills? L'écoute, Céline, ok. Est-ce qu'on a d'autres réponses qui reviennent? L'adaptation, super important, je suis d'accord. L'empathie, la bienveillance, la sincérité, l'adaptabilité qui revient encore une fois, la communication, super important aussi. Katia, l'agilité, totalement d'accord, qui va avec le fait de pouvoir s'adapter, le sens de l'écoute, la gestion de projet, et on va probablement en reparler tout à l'heure. Intelligence collective, ouais, pas mal. Relationnel, facilitation. Vous voyez, il y a des choses finalement qui sont super générales qui ressortent. Je vais vous donner, moi, les 5 que j'ai, mais qui sont déjà quasiment toutes revenues. Ce qui ressort, capacité à engager, ouais, c'est super important, à embarquer finalement les autres avec vous. Mais dans les choses qui reviennent pas mal dans les articles qui sortent en ce moment, il y a la communication, qu'on a entendu, qui a été cité tout à l'heure, qui est super importante, et que finalement on retrouve dans quasiment tous les secteurs. C'est quelque chose qui est extrêmement recherché et qui va, je pense aussi, Vincent, avec ce que tu viens de dire, à la capacité à engager. Si tu communiques bien, tu peux embarquer les gens avec toi. Il y a la collaboration, ce qui est super important aujourd'hui, sur quasiment tous les métiers finalement, et en RSE comme dans d'autres secteurs. On est tout le temps entouré de personnes avec lesquelles on doit travailler de façon continue ou alors sur des projets. Et c'est important de savoir comment le faire, comment bien le faire, comment entretenir les relations finalement avec d'autres collaborateurs pour pouvoir continuer à avancer sur les différents projets. Il y a l'adaptabilité qui est revenue, qui est vraiment, je pense, la grosse compétence qui ressort tout le temps, parce que justement aussi, il y a énormément de personnes qui font des pivots de carrière. Et pour toutes les personnes là qui sont connectées et qui se reconnaissent dans cette situation de voilà, je suis en reconversion, plus ou moins avancée dans le process, mais finalement, essayez de vous rendre compte qu'il y a énormément de personnes qui passent par ce même processus. Et ce que ça veut dire côté RH, c'est l'impossibilité de nier le fait que les personnes auront eu une vie professionnelle précédente différente, voire très différente de ce à quoi ils aspirent aujourd'hui. Et donc, la capacité à s'adapter, aujourd'hui, elle est cruciale. Et sur les 2 autres compétences qui reviennent énormément, il y a la pensée critique. On veut vraiment avoir des collaborateurs qui vont plus loin, qui réfléchissent non pas seulement à ce qu'ils font, mais à l'impact que ça a sur leur entreprise, sur les collaborateurs, sur la société éventuellement, et notamment quand on parle de RSE, c'est quelque chose de super important, et c'est quelque chose qui, dans votre contexte personnel, peut s'illustrer de façon très différente aussi, donc super important. Et la créativité, qui pour moi va évidemment avec tout ça. On n'est plus trop dans un monde où on veut tout le temps que les gens fassent les choses de la même manière. Non, au contraire, on veut innover, on veut des personnes qui vont proposer des solutions différentes, qui vont un petit peu prendre des risques et qui vont se permettre du coup cette créativité. Et donc, vous voyez que les compétences que je vous ai citées là, je pense que vous pouvez toutes et tous les retrouver à un moment donné de votre vie professionnelle dans des contextes qui sont probablement ultra différents, mais du coup sur lesquels vous pouvez appuyer. Et le fait de savoir bien mettre en avant déjà ces mots-clés, comme on se disait tout à l'heure, de les avoir en tête et de savoir quand et comment les mettre en avant et à quel point vous faites le lien du coup avec qui vous êtes et les compétences que vous avez développées, ça c'est quelque chose qui peut être super important. Mais voilà, je voulais que vous ayez quand même ça en tête, parce que ça me semble important de se dire que là, vous envisagez une reconversion dans la RSE, et probablement du coup vous vous dites il y a telle et telle compétence ultra technique, ultra spécifique à la RSE que les recruteurs vont rechercher, et vous n'avez pas complètement tort là-dessus. Mais il y a aussi énormément de choses qui sont recherchées, et comme je crois que c'est Mirana qui l'avait dit, qui sont des soft skills finalement, donc qui sont assez larges,
et qui sont ultra importantes pour les RH. Si on va du coup un tout petit peu plus sur la RSE, je vais vous demander, toujours en restant dans les soft skills, quels sont pour vous les soft skills qui sont les plus importants pour travailler dans la RSE? Est-ce que dans le chat, vous pouvez me donner, encore une fois, quelques réponses, que je vois un petit peu ce qui ressort sur les compétences qui sont vraiment les plus importantes pour bosser en RSE, si on parle de soft skills. La connaissance, est-ce que tu peux m'en dire plus, Céline, sur ce que tu veux dire par là? Organisation, ouverture d'esprit carrément, pédagogie. Je trouve qu'on n'en parle pas assez sur tout ce qui concerne la RSE, et ça revient avec la capacité à engager qui était revenue un petit peu plus tôt. L'empathie, l'esprit de synthèse, carrément, la rigueur. Culture générale, ok, carrément. Est-ce que c'était spécifique à la RSE, Johan, ou vraiment culture générale au global? Capacité à convaincre, transversalité, ouais, carrément. Gestion de projet, évidemment. Chef d'orchestre, coordination. C'est évidemment des trucs qui sont super importants, capacité d'analyse. Et vous voyez que là encore, comme on est dans les soft skills, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez aller jouer. J'imagine que la transversalité, on peut l'expérimenter dans plein de métiers différents. Céline, tu dis la connaissance sur les sujets RSE. Oui, carrément, évidemment. De savoir dans quoi on s'embarque, c'est super important. Vincent, l'initiative. Carrément d'accord. Faut vous rendre compte. Alors, évidemment, ça va dépendre de ce que vous visez comme entreprise et à qui vous faites face. Mais il y a plein d'entreprises qui sont à des stades ultra différents d'avancer sur leur politique RSE. Donc, en fait, vous pouvez très bien tomber sur une grande entreprise qui a déjà une politique RSE depuis un moment et qui vous veut, voilà, pour un petit peu, continuer à faire à faire tourner la machine, disons. Mais vous avez aussi énormément d'entreprises qui en sont au début de leur politique RSE. Donc, ça veut dire qu'en fait, et on en revient à la créativité un petit peu tout à l'heure, il y a énormément de choses à faire et il n'y a pas forcément de guide ultra clair, de consignes ultra claires sur comment est-ce qu'on veut atteindre ces résultats-là. Et donc, être force de proposition, ça va être super important. Mais effectivement, tout ce que vous avez cité, donc la gestion de projet, gestion du changement aussi, je ne sais pas si je l'ai vu à un moment, mais la gestion du changement va être ultra importante. Esprit critique, résolution de problèmes, capacité d'organisation, coordination, pédagogie, que j'ai beaucoup aimé parce que effectivement, je pense qu'on n'en parle pas assez. Avoir un rôle en RSE dans n'importe quelle entreprise, c'est venir embarquer les gens et donc c'est prendre le temps d'expliquer, de savoir ce qu'on explique, de savoir quel niveau de détail finalement on choisit de partager pour faire en sorte que tout le monde nous suive sur tel et tel projet, telle et telle initiative. Et donc, c'est super important. Et je veux qu'en fait, tout ce qui a été cité là, que vous preniez un petit peu le temps. Évidemment, il y aura un replay, vous retrouverez tout le chat. Donc, si vous n'avez pas le temps de noter, aucun problème, évidemment. Mais que vous repreniez un petit peu tous ces éléments-là et que ça vienne nourrir cette petite analyse que vous faites, vous, de votre profil, de vos compétences, que vous ne négligiez pas cette partie-là. Parce qu'évidemment, si vous êtes déjà, vous venez de vous former, ou alors que vous ne vous êtes pas encore formé, tout ce qui va être un petit peu plus technique, par moment, ça va vous créer ce sentiment d'insécurité par rapport au poste que vous recherchez. Vous allez vraiment vous dire, OK, là, c'est super compliqué pour moi de me dire que je vais sur un métier de la RSE, je veux devenir responsable RSE, mais finalement, on en parlait tout à l'heure, les lois pour l'instant ne me disent rien, les directives ne me disent rien, les termes techniques ne me parlent pas encore totalement. OK, ça, c'est un truc qu'on traite par ailleurs. Mais l'essence de ce que vous êtes vous permet de vous diriger vers un métier de la RSE parce qu'il y a aussi énormément de choses transverses qui viennent jouer dans votre reconversion. Et du coup, je veux vraiment que vous preniez ces deux éléments, cette analyse de vous-même, de vos compétences, des soft skills dont on vient de parler, et le fait de se former par ailleurs pour venir un peu compléter la machine et vous dire, OK, ça me permet d'avoir un truc un petit peu plus complet. Et après, ce qu'on va faire, c'est se dire, comme vous l'avez dans le tableau à la deuxième ligne, quelles compétences je vais pouvoir venir transférer. Si d'un côté, je me forme, je me dis, OK, maintenant les termes techniques me disent quelque chose, je vois à quoi renvoie la CSRD, je vois ce que c'est un reporting extra-financier, la gestion du changement sur telle et telle norme, me disent quelque chose. OK, comment est-ce que je vais venir faire le lien maintenant entre ce que j'ai fait avant, ce que j'ai pu développer comme compétence avant et ce que je veux faire maintenant? Si je vous donne, je ne sais pas, si je prends l'exemple
Clara, ben, on reprend le même exemple de tout à l'heure, qui était dans le marketing, qui fait 8 ans dans le marketing, stratégie de marque, gestion de projet, communication digitale, qui là est en transition sur un poste de responsable RSE, parce que c'est beaucoup plus aligné avec ses valeurs et qu'elle veut avoir vraiment de l'impact dans le métier qu'elle choisit de faire. C'est de se dire, OK, comment je vais venir prendre ces différentes compétences donc de stratégie. Ça, stratégie, ça s'applique parfaitement, on le disait, sur l'initiative dans une politique RSE. Comment est-ce que j'intègre ma stratégie RSE dans la stratégie globale de l'entreprise dans laquelle je veux être? J'ai fait de la communication avant. OK, comment est-ce que je réutilise ces compétences pour potentiellement embarquer mon équipe ou alors même pour communiquer à l'extérieur, faire le lien avec les parties prenantes? Gestion de projet, bah, c'est quelque chose, c'est l'une des premières choses d'ailleurs qui est revenue quand on parlait de compétences. Je sais faire de la gestion de projet dans un domaine, il y a pas, le gap, il n'est pas énorme pour passer d'un secteur à l'autre. Donc, vous voyez qu'il y a finalement pas mal de choses sur lesquelles je peux venir jouer et ce qui va du coup être, on va dire, super important, c'est comment je viens le raconter. Ces choses-là, je suis absolument persuadée que chacun d'entre vous qui la écoute les a développées à un moment ou à un autre de sa carrière. Et du coup, ce qui va venir jouer, c'est ouais, comment est-ce que je viens raconter ça et faire en sorte que la personne en face, les liens que moi j'ai faits, elle puisse les faire aussi. Ça va être vraiment ça qui est super important. Et du coup, c'est pour ça qu'on va passer à la partie suivante qui est comment est-ce que je viens construire mon discours. Parce que tout ce que je vous ai raconté là, bon, bah, c'est intéressant, mais si on ne sait pas comment le mettre en pratique derrière, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, ce qu'on va venir faire là, c'est essayer de décrypter comment est-ce que je peux apprendre à mieux structurer mon discours et du coup à mieux valoriser, on va dire, mes expériences. Donc, pour faire ça, moi, je vous ai mis 3 bases qui s'appliquent à peu près dans tous les cas, qu'il faut évidemment venir compléter à un moment ou à un autre. Mais si vous avez ces 3 choses-là, généralement, ça vous permet en fait de ne pas vous perdre. Il y a un moment qui est ultra crucial quand vous passez un entretien, c'est cette première question de présentez-vous, qui est généralement vraiment la première brique où vous allez lancer un petit peu des petites pistes et tendre des perches qui soit vont être retenues par le recruteur, soit finalement vont passer totalement à la trappe. Donc, je vous fais 3 focus. Quand vous préparez ce pitch, ce moment qui est vraiment le moment où vous avez la maîtrise de ce qui se passe pendant l'entretien, je veux que vous vous disiez, quand vous le préparez, qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi? Vous avez peut-être 10 ans d'expérience professionnelle avant, vous avez peut-être 20 ans d'expérience professionnelle avant, vous avez peut-être 3 ans d'expérience professionnelle avant, peu importe, c'est qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi. Et du coup, de se dire sur quoi je finis ou par quoi je commence ou dans quel ordre je vais un petit peu associer les choses ou alors à quel point je vais faire le lien sur telle et telle chose ou telle mission qui va être un petit peu mon fil rouge parce que je sais qu'à la fin, je veux qu'on se dise que je suis quelqu'un d'extrêmement dynamique, que je suis quelqu'un de très organisé dans toutes les expériences que j'ai pu avoir, dans tous les projets auxquels j'ai pu participer. Je veux que ce soit ça qui ressorte énormément. Et ça, c'est vraiment une question super importante à vous poser parce que du coup, ça va aussi conditionner la façon dont vous racontez les choses sur le fait de ne pas se dévaloriser inconsciemment. Ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent, notamment pour les profils qui sont en pivot de carrière, parce qu'en fait, vous avez tendance à vous dire « Ouais, mais je suis un profil atypique. J'ai pas fait le parcours classique, entre guillemets, que j'aurais dû faire. » Et du coup, il y a des choses que vous essayez un peu de passer sous le tapis, et en voulant les passer sous le tapis, vous attirez l'attention à un endroit où vous voulez pas du tout qu'il y ait de l'attention. Ce qu'on veut, c'est se dire « Moi, je veux que la lumière, elle soit mise là, et du coup, tout ce que je vais faire va contribuer à faire en sorte qu'on fasse le focus sur ce qui, moi, m'intéresse. » Donc ça va être la première chose. La deuxième, ça va être, quand vous parlez de vos expériences, d'utiliser un format simple. Moi, je vous en ai mis un, il en existe d'autres, mais c'est quelque chose qui marche pas mal et qui est très lié d'ailleurs avec le troisième point. C'est le format STAR, de se dire, OK, quand je parle d'une expérience pro ou d'une mission, quelle était la situation? Qu'est-ce que j'avais à faire? Quel était l'objectif ou la mission? Quelles actions, moi, je suis venue mettre en place et quel a été le résultat? Et encore une fois, l'objectif de ça, c'est de ne pas vous perdre.
C'est vraiment d'avoir votre fil conducteur sur comment je vais venir raconter mon expérience, pour pas qu'on parte dans tous les sens, pour que les liens se fassent facilement. En fait, si vous avez fait tout le travail juste avant d'apprendre à vous connaître, de poser les choses dans un tableau, de voir un petit peu quelles compétences je veux transférer, vous savez sur chacune des expériences sur quoi vous voulez mettre l'accent. Et du coup, d'avoir un format en tête, c'est de se dire à aucun moment je ne perds de vue mon objectif quand je parle de telle et telle expérience. Et c'est pour ça que je vous recommande d'avoir un format comme ça, parce que ce soit pour votre pitch où vous vous dites, bah voilà, je veux faire un focus sur le fait que j'ai bossé en industrie pharmaceutique pendant 20 ans dans telle boîte et je veux un petit peu axer le truc là-dedans, ça vous permet de ne pas aller trop loin, de ne pas être parasité par des infos qui ne sont pas nécessaires à ce que vous voulez raconter. Et la dernière chose, ça va être de venir faire preuve de pragmatisme quand on parle de ces valeurs. Pourquoi j'ai mis ça ici? Parce que là, on parle de se reconvertir dans les métiers de la RSE. Et moi, ce que j'ai souvent entendu avec les apprenants qu'on accompagne et les alumni qui sont passés dans nos formations, c'est qu'évidemment, l'une des choses qui a conditionné le déclic, c'est de faire quelque chose d'avoir un métier qui est beaucoup plus engagé, qui est beaucoup plus aligné du coup avec ses valeurs. Mais l'écueil qui peut arriver avec ça, c'est de tomber dans un truc un peu mou, un peu flou, voilà, en fait, j'ai tel et tel engagement et c'est pour ça que je me reconvertis dans la RSE. Ok, mais moi, en tant que recruteuse, qu'est-ce que tu viens de m'apporter? Avec quel bagage, avec quels assets tu viens? Et parler de ces valeurs, c'est complètement ok et c'est même parfaitement recommandé. Mais amener du pragmatisme, amener du concret là-dessus et ne pas se dire, en fait, moi, j'ai fait ma reconversion parce que, a priori, le monde de la RSE, c'est tout beau, tout rose et que du coup, je veux m'engager. Ça va être un peu léger. De la même façon que si demain, il y a une cause qui vous tient à cœur et que vous voulez vous engager et que vous venez dans une association dire, voilà, moi, je pense que c'est parfaitement aligné avec mes valeurs et c'est pour ça que je veux vous rejoindre. On va vous dire, OK, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire concrètement pour mettre ces valeurs et ces convictions en action? Et donc, gardez ça en tête. Parler de vos valeurs, complètement OK. Faire preuve de pragmatisme, ça va être ultra important. Et encore une fois, amener du concret dans chaque élément que vous avez. Mettre tout ça en action. Ce qu'on va, et nous, évidemment, chez Indigo, on essaye de vous amener aussi à mettre en œuvre ces différentes choses. Et comme on l'a dit tout à l'heure, venir se former, ça va permettre aussi de nourrir le discours de ces éléments techniques dont on parlait tout à l'heure, de faire des liens encore plus simples avec OK, je veux aller dans telle direction, dans tel type de boîte, je veux bosser plus spécifiquement sur du reporting extra-financier parce que j'ai fait de la finance avant, sur de la gestion du changement, c'est quelque chose que je maîtrise très bien. Donc voilà, nous, on va venir aussi nourrir cette réflexion et ce discours avec les différents éléments techniques et le bagage technique que peut-être aujourd'hui il vous manque pour pouvoir vous lancer encore plus sereinement, disons, dans cette reconversion. On va en arriver, du coup, à la partie dont je vous parlais au tout début de ce webinaire, où je vous demandais de faire le petit pas de côté qui va être la partie de storytelling. Donc voilà, là, je vous demande de me suivre. On va aller dans quelque chose qui s'éloigne un tout petit peu de peut-être ce que vous avez l'habitude d'entendre pour faire un focus sur, comment là, j'ai tous les petits éléments de cette histoire que je veux raconter, de ce parcours qui est le mien et de la direction dans laquelle je veux aller. Maintenant, c'est comment est-ce que je vais venir mettre tout ça en avant. Donc, la première chose, ça va être, comme on le disait tout à l'heure, de venir pouvoir raconter son déclic, de prendre confiance en sa reconversion. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une réalité qu'on ne peut pas nier, c'est que la majorité des gens aujourd'hui passent à un moment ou un autre par une reconversion, par un pivot de carrière qui va être plus ou moins avec un gap plus ou moins important. Ah, Céline, tu n'as plus de visio. Est-ce que c'est la seule ou est-ce que les autres, la visio fonctionne toujours? Juste pour que je puisse avoir un petit retour. Tout fonctionne? Ok. Bon, Céline, n'hésite pas à te déconnecter, à te reconnecter. Ok, super. Donc, comme je vous disais, il y a cette chose qu'on ne peut pas nier, c'est que tout le monde passe
par ce pivot de carrière, enfin tout le monde en tout cas, pas mal de gens passent par ce pivot de carrière et qu'il faut vraiment prendre confiance en vous là-dessus. Ça va être super important parce que là, on va parler de storytelling, on va parler de convaincre des gens, on va parler de créer de l'émotion. Et donc, pour ça, il faut que vous partiez d'une base de confiance où vous êtes un petit peu plus serein. Se dire que cette multiplicité d'expériences, on en fait une force. Se dire que le parcours de formation par lequel on est passé, par lequel on va passer, va nous permettre de valoriser notre parcours, va nous permettre d'avoir le bagage technique qu'il faut pour se diriger vers les métiers de la RSE. Encore une fois, on va se dire aussi, on capitalise sur ses expériences personnelles. Vous êtes une personne, vous êtes un tout. Vous n'êtes pas que un poste chez telle et telle boîte. Non, on parle vraiment de vous et de comment, du coup, vous allez venir vous mettre en avant et expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Donc, pour ça, ce que je vais vous présenter, c'est 6 types de storytelling. On va essayer de rentrer un petit peu là-dedans, de vous donner des petits éléments et de voir du coup si peut-être il y en a un parmi ces 6 exemples qui vous parle un petit peu plus que les autres et qui du coup, encore une fois, va vous permettre de donner une structure à votre discours, une structure qui vous ressemble, une structure dans laquelle vous êtes à l'aise de raconter votre parcours. La première chose dont on vous a peut-être, enfin probablement d'ailleurs déjà parlé, c'est de se trouver un fil rouge. C'est la méthode la plus simple, c'est une méthode qui est super efficace aussi et qui structure énormément votre discours, c'est de se dire, ok, moi dans mon expérience, il y a un thème, il y a une compétence qui revient tout le temps et du coup que je vais venir mettre en avant et je vais venir faire le lien pour la personne qui m'écoute, je vais venir créer de la récurrence. C'est se dire par exemple, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, moi tout au long de ma carrière en marketing ou peu importe, j'ai toujours cherché à améliorer l'expérience utilisateur et c'est ce qui m'a conduit à vouloir travailler dans tel secteur. Et en fait, au fur et à mesure de votre truc, on va retrouver l'expérience utilisateur parce que, je ne sais pas, vous travaillez dans la tech en tant que dev à un moment ou parce que vous étiez PM avant. Mais en tout cas, la personne en face va se dire, OK, ce que je veux que cette personne, ce que je vais retenir de cette personne-là, c'est ce petit truc de, je pense à l'impact de ce que je fais sur la personne qui va utiliser tel produit, tel service, etc. Et donc ça, c'est quelque chose de très simple qui vous permet, encore une fois, de ne pas vous perdre. Le deuxième exemple qu'on va prendre, c'est le voyage de transformation. Et là, ça va être le fait de mettre en avant un gros changement, une transformation, du coup, qu'elle soit personnelle et ou professionnelle que vous avez vécue. Et comment est-ce que ça a façonné votre carrière? Et là, on revient sur le truc du déclic. Généralement, c'est quelque chose qui est fait que vous utilisez de façon peut-être un petit peu inconsciente parfois parce que vous êtes dans une situation de reconversion et du coup, vous avez souvent ce truc de, en fait, voilà, avant, je bossais dans tel secteur, mais il y a un moment où voilà, j'ai été confrontée à telle mission, à tel client, telle partie prenante, ça m'a fait réaliser telle chose et c'est ça qui m'amène aujourd'hui à me diriger vers un métier de responsable RSE. Donc là, vous avez vraiment ce truc de, il y a un point super fort dans votre expérience, dans votre parcours, qui vient un petit peu mettre la lumière sur la direction dans laquelle vous allez aujourd'hui. Encore une fois, quelque chose qui marche très bien, qu'il faut juste savoir amener. Quand je vous dis que c'est fait inconsciemment, c'est parce qu'en fait, souvent, vous en parlez de façon chronologique. En 2015, je faisais ça. En 2023, en fait, j'ai eu tel déclic, ce qui fait qu'en 2024, je me suis formée et du coup, maintenant, je me retrouve devant vous où je postule à un poste de responsable RSE. Donc, il y a un peu ce truc chronologique, mais en fait, vous n'avez pas nécessairement en tête que c'est ça le point fort sur lequel vous voulez appuyer. Et comme je vous dis, vous le passez un petit peu sous le tapis dans le sens où vous le voyez un peu en mode, c'est un parcours un peu atypique, du coup, il y a eu ça, mais il y a eu ce petit déclic-là, et aujourd'hui, j'en suis là. Non, venez vraiment appuyer sur le fait que ça a informé votre choix, que ça a conditionné peut-être la formation dans laquelle vous avez choisi d'aller, parce que en termes de pédagogie, en termes d'expertise, c'était un petit peu plus aligné avec ce que je voulais. Enfin, faites vraiment en sorte que ça vienne informer chaque petit élément que vous allez raconter après ce déclic.
Merci Vincent, à bientôt. La troisième, le troisième type de storytelling dont je peux vous parler, c'est le résolveur de problèmes. Ça, peut-être sur certains secteurs, ça va vous parler plus que d'autres. C'est de venir mettre en lumière à chaque fois les problèmes que vous avez résolus à chaque étape de votre parcours et comment ça vous a amené à postuler sur un poste de consultant RSE aujourd'hui. Et du coup, d'ailleurs, selon le secteur, selon l'entreprise dans laquelle vous vous dirigez, c'est quelque chose qui peut beaucoup parler aux personnes qui sont en face parce que je ne sais pas si on est sur un secteur de la finance que vous parlez très chiffres, très stats sur les résultats que vous avez obtenus après avoir résolu ces différents problèmes. C'est quelque chose qui peut vraiment faire tilt aux recruteurs en face de vous. Donc, prenez ça aussi en compte. Voilà, je postule dans telle boîte ou sur tel poste avec tel angle potentiellement spécifique, je sais pas, un angle un petit peu finance responsable, peut-être que ça va encore plus parler à la personne qui est en face de moi si je lui dis à chaque fois, bah ok, en fait, moi, dans cette première expérience, il y a eu tel gros challenge. Ce que j'ai mis en place pour le résoudre, c'était ça, ça, ça. Les résultats qu'on a obtenus, c'était ceux-là. Vous apportez du très concret, du très chiffré. Comme on se disait tout à l'heure, ça, c'est quelque chose qui peut énormément plaire aussi à pas mal de recruteurs. Et les deux derniers, donc pardon, je vous ai dit 6, mais j'en avais 5 en fait. Les deux derniers, on a donc le visionnaire qui est comment est-ce que je viens raconter mon histoire en mettant l'accent sur vraiment une mission, enfin quelque chose de plus grand par lequel je suis animée, mais qui est venu guider, informer mes différentes expériences. Et là, ça va vraiment être un truc de prise de recul. Donc peut-être que ça va vous parler si vous êtes vraiment extrêmement engagé et que en fait vous avez toujours senti qu'à un moment vous alliez vous diriger vers un métier à impact. C'est quelque chose qui peut vraiment beaucoup vous parler et qui peut être, mais qui est super intéressant parce que encore une fois, on vient y apporter du concret. C'est pas juste, voilà, j'ai toujours, en fait, ça a toujours été aligné avec mes valeurs. Ça a toujours été aligné avec mes valeurs et ça se voit parce que, côté personnel, je suis engagée dans telles associations ou alors dans ma boîte précédente, en fait, il n'y avait pas de politique RSE. Je me suis rapprochée du CODIR pour savoir si voilà, on pouvait mettre une ou deux initiatives en place ou voilà, je travaillais dans une entreprise, j'ai amené le sujet d'entreprise à mission, par exemple, peu importe, mais voilà, tout ce qui va être un petit peu lié. Mais encore une fois, vous allez apporter un petit peu du concret à cette grosse vision qui vous a toujours animé. Et si vous êtes vraiment quelqu'un qui aime beaucoup parler de ses convictions et de ses valeurs, c'est peut-être un modèle dans lequel vous allez beaucoup vous reconnaître. Et le dernier exemple de storytelling, ça va être l'apprenant perpétuel. Et là, du coup, on est vraiment sur le fait de souligner que vous êtes constamment en développement finalement dans votre carrière. Et encore une fois, c'est un truc qui est parfaitement en phase avec le fait d'être en reconversion, c'est finalement de se dire, on n'a jamais fini d'apprendre. Et nous, chez Indigo, c'est l'une des choses à laquelle on croit le plus, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Même une fois que vous sortez de formation, si vous entrez dans cet état d'esprit de j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre, malheureusement, c'est pas la bonne porte de sortie. Donc, vous êtes dans cette constante soif d'apprentissage et à chaque étape de votre carrière, il y a eu cette petite chose qui est venue apporter une brique à votre parcours, à votre expertise aussi, carrément. Et c'est de se dire, en fait, je ne fais que grandir, je suis toujours en croissance. Et ça peut être aussi super intéressant si vous voulez, ça peut vous redonner confiance. C'est aussi une façon de présenter les choses où on se dit, en fait, à chaque fois, j'ai posé des briques et des briques et des briques et c'est ça qui m'amène à cette palette d'expériences aujourd'hui. On disait tout à l'heure, faire de la multiplicité de ces expériences une force. Bah, c'est aussi ça, c'est de se dire que chaque étape par laquelle vous êtes passé, chaque expérience, chaque challenge ou épreuve que vous avez surmontée, elle est venue apporter une brique à ce que vous savez faire aujourd'hui, à la façon dont vous savez gérer les choses. Donc, c'est vraiment, encore une fois, pas du tout un truc à passer sous le tapis, mais plutôt de vous dire, OK, bah du coup, comment est-ce que je m'inspire de ça et comment est-ce que je reconnais aussi ce que chaque expérience m'a apporté. Parce que dans le tableau que je vous ai présenté au début, il y a peut-être des expériences où vous dites ça m'a pas plu parce que peut-être, je sais pas, le contexte professionnel n'y était pas, la relation avec les collaborateurs n'y était pas.
et du coup, c'est pas trop une expérience dont j'ai envie de parler, ce qui est parfaitement entendable aussi. Mais c'est quand même de se poser la question, qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que ça m'a appris du coup à savoir comment mieux gérer les relations avec d'autres collègues? Enfin, qu'est-ce que je peux en ressortir de positif ou qu'est-ce qui a été enrichissant dans cette expérience? Et du coup, ça vous permet aussi de ne pas faire que le focus sur les trucs dont il est simple de parler. Parce qu'on a parlé tout à l'heure du pitch, donc de la partie qu'on maîtrise énormément, et dans le storytelling dont je vous parle là tout de suite, ça s'applique aussi beaucoup à cette partie pitch, mais sur tout le reste de l'entretien, il va aussi y avoir ces moments où on vous pose des questions parce qu'on balaye votre CV sur une expérience où finalement vous n'êtes pas... Là, vous êtes moins à l'aise. Vous êtes moins à l'aise parce que ça ne s'est pas bien passé. Et du coup, quand vous avez préparé cet entretien, quand vous avez préparé cet échange et comment vous alliez parler de vos expériences, bah ça, c'était le petit point noir, le petit point de j'espère qu'on ne va pas en discuter. Non, là, quand on se prépare à un entretien, on laisse rien au hasard. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'enrichissant? Comment est-ce que je le tourne? Comment est-ce que je choisis mon petit storytelling et mon petit format de discours sur cette expérience et l'expertise qu'elle m'a apportée pour être sûr que ça ne devient pas le point où le recruteur veut absolument appuyer parce qu'on sent que il y a un truc qui n'est pas très clair, qui n'est pas très net, et potentiellement on va aller chercher et creuser chercher la petite bête à un endroit où vous, c'était pas du tout votre intention qu'on creuse ce sujet-là. Donc gardez ça en tête. Et du coup, moi, ce que je voulais vous demander, même si c'est là, je viens tout juste de vous en parler, donc peut-être que vous n'aviez pas du tout un type, qu'il y avait différents types de... Vous n'aviez pas du tout en tête, pardon, c'est mieux. Différents types de storytelling qui pouvaient exister. Mais c'est de me dire dans le chat s'il y a un ou plusieurs types de storytelling dans lesquels vous vous retrouvez le plus. Donc, pour rappel, on avait le fil rouge, le voyage de transformation avec vraiment le déclic, ou le résolveur de problèmes, vraiment le visionnaire avec cette énorme prise de recul, ou l'apprenant perpétuel. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu dans le chat, comme Marie l'a fait sur l'apprenant perpétuel, est-ce qu'il y a un ou plusieurs types de storytelling où vous dites, ok, ça peut-être que si je fais ma petite présentation de 2-3 minutes au début avec cette idée de format en tête, peut-être que je me sens un petit peu plus à l'aise. Donc, je vois que l'apprenant perpétuel, ça revient pas mal, le fil rouge, le déclic, donc voyage de transformation, le visionnaire, ok, prise de recul, l'apprenant perpétuel, ok, c'est bien, c'est quand même assez varié sur les différents types de storytelling. Je vois qu'il y en a certains, vous voyez, il y en a certains qui se retrouvent dans plusieurs types de storytelling. Bah, du coup, n'hésitez pas à vous dire, quand je prépare ce pitch, je choisis mon type de storytelling en fonction de qui j'ai en face de moi. Peut-être que dans telle grande boîte où les codes sont un petit peu plus classiques, un petit peu plus stricts, je sais que le fil rouge, ça passera beaucoup mieux que le visionnaire. Alors que peut-être qu'au contraire, je suis dans une entreprise de l'ESS ou une petite boîte où tout est toujours en mouvement, bah, peut-être que le visionnaire, ça va énormément leur parler parce qu'ils ont besoin de cette prise de hauteur. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir à prendre ce petit temps. J'ai un petit peu accéléré parce qu'effectivement, on arrive au bout du temps. Merci Céline, à bientôt. Juste faire un dernier focus avant qu'on finisse, je pense, sur raconter une histoire à impact. On va pas forcément aller à 100% dans le détail là-dessus, mais c'est juste un petit terme que je veux que vous ayez en tête parce que je pense que ça peut être un petit mot-clé qui peut vous servir. Raconter une histoire à impact, c'est se dire, ok, là, je vais parler de telle mission, tel moment de ma carrière, et je vais essayer d'en faire un point fort dans mon discours. Et donc, pour ça, il va vraiment falloir que vous vous posiez ces 4 petites questions. C'est quel était le problème initial, avec quels acteurs j'ai travaillé, quelles sont les actions que j'ai mises en place et quel a été l'impact final. Ça revient un petit peu à la méthode STAR de tout à l'heure dont je vous parlais. Mais ce que vous allez garder en tête, en plus de ces petites questions, c'est comment est-ce que je viens susciter de l'émotion forte, comment est-ce que j'apporte du concret et comment est-ce que je parle du coup des résultats obtenus. Donc ça va vraiment être un moment en fait où vous vous dites que vous allez provoquer une réaction forte chez votre audience. Et c'est une prise de conscience, ça va susciter de l'émotion, c'est un moment où vous avez eu un effet positif sur quelque chose. Et donc, essayez de vous dire dans vos différentes expériences sur quel moment vraiment un impact vous pouvez essayer d'axer le truc. Comme ça, vous avez vraiment votre petit point fort et peut-être que dans votre pitch, encore une fois, c'est quelque chose dans lequel vous allez pouvoir puiser encore plus.
Donc si on avance encore un tout petit peu, je vous fais en très, très rapide, un petit point sur le fait de dépasser ces blocages, de dépasser ces croyances limitantes. Il y a encore une fois cette idée, et je vous l'ai remis là parce que je pense que c'est vraiment super important, d'être fier de son parcours, d'être fier de sa reconversion et de vous dire que pour déplacer vos blocages, il y a des choses qui sont très très simples qu'il faut que vous mettiez en place, qui au début vont vous paraître un peu bêtes, mais c'est à force de le répéter et de le faire en continu que ça va pouvoir vous parler. C'est de se dire, je me prépare, je fais simple. Donc, comme on s'est dit tout à l'heure, je structure. Je me perds pas dans différentes choses qui viennent, dans différentes informations qui vont venir parasiter. Je suis authentique. Ça, c'est super important aussi. Évitez d'aller dans un truc où vous n'êtes pas vraiment vous-même, où vous êtes obligé de travestir certaines choses. Essayez de rester aussi authentique que possible, juste en sélectionnant les bonnes informations. Et vous pouvez aussi entrer vraiment dans de la visualisation positive, dans OK, je m'entraîne à raconter cette histoire, je la pitch à mon mari, je la pitch à mes anciens collègues, à des amis. Donc, j'entre dans une visualisation vraiment positive où je me dis, je raconte cette histoire et ça a l'impact que je veux que ça ait sur la personne en face. Et là, vous entrez vraiment dans un truc de je me sens de plus en plus à l'aise, ça devient de plus en plus naturel, ça se déroule facilement. Donc, n'hésitez pas à entrer dans ce petit moment, encore une fois, de préparation pour être vraiment le plus serein possible au moment des entretiens. Et enfin, là, je vais juste avant de prendre les questions, on va faire ça dans le sens inverse parce que du coup, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui veulent partir. Mais la toute dernière chose dont je voulais vous parler, la petite citation que je voulais vous partager, c'est celle qui s'affiche à l'écran. Donc, c'est le but d'un conteur n'est pas de vous dire comment penser, mais de vous donner des questions sur lesquelles réfléchir. C'est une citation que j'ai trouvée super intéressante parce que pour moi, une fois que vous savez comment raconter votre parcours, vous n'êtes vraiment pas en train de donner des réponses toutes faites au recruteur. Vous êtes en train de lui dire OK, comment est-ce que je l'amène à réfléchir sur la façon dont mes compétences, dont mon expertise, dont mes valeurs vont pouvoir s'intégrer à son équipe, à son entreprise et avoir un impact, apporter du positif et apporter des résultats dans la mission que je vise. Et du coup, dites-vous vraiment que l'objectif de savoir raconter son parcours, c'est d'ouvrir un dialogue. On est toujours dans une phase de OK, là, je laisse la porte ouverte à telle et telle chose. La seule chose qu'on vient contrôler, c'est quelle porte je viens ouvrir, quelle perche je viens tendre à la personne qui est en face. Mais du coup, voilà, je voulais vraiment finir sur cette petite chose où vous ne vous dites pas, en fait, il y a ce truc très fermé de je vais lui raconter et du coup, ça va se passer comme ça. Non, c'est toujours, on ouvre quelque chose, on en garde un petit peu sous la main pour avoir des choses à raconter après. On tend cette petite perche, on lance cette petite piste et du coup, on ouvre le dialogue et on invite vraiment la personne en face à arriver d'elle-même à cette conclusion de OK, c'est quelqu'un qui m'intéresse, où j'ai envie de creuser, où je me dis ah OK, il me fait penser à telle personne de mon équipe et je pense que potentiellement il pourrait bien s'entendre, où il vient compléter du coup des compétences ou des expertises qui manquent à l'équipe que j'ai actuellement avec moi. Donc voilà, je voulais terminer sur ça. Et du coup, on va se prendre encore 10 minutes pour les personnes qui sont présentes. Si vous avez des petites questions ou des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne un petit peu plus, n'hésitez pas du coup à me dire dans le chat et je lance en même temps des petits sondages. Donc c'est super important pour nous que vous puissiez prendre le temps de répondre. Donc n'hésitez pas à répondre aux petits sondages. On essaie de savoir si toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui pensent se former au métier de la RSE, par quels moyens vous voulez vous former et quels sont du coup on va dire les angles qui vous intéressent, les secteurs qui vous intéressent. Et du coup, une fois que vous avez voté, là, voilà, il y a encore un petit peu de temps. Si jamais il y a des questions, c'est le moment de les poser. Je suis encore dispo pour y répondre. On a encore un tout petit peu de temps. Hop. Ça marche, Ganessa. Bah, écoute, à très bientôt. Merci d'avoir participé. Donc, je vois qu'il n'y a pas trop de questions, donc je vous laisse finir de
Ah pardon, je crois que j'avais pas lancé tous les sondages. Je vous laisse finir de répondre à tous les sondages. Hop. Merci Pierre, merci Sarah. Enfin, les 2 Sarah du coup. Je pense qu'on va pouvoir du coup, clôturer, ce webinaire. Hop. Donc n'hésitez, vraiment pas à revenir, vers nous s'il y a d'autres questions. Si jamais vous êtes intéressé par la formation responsable RSE, vous avez, sur notre site Join Indigo le contact de Cyrine qui est la responsable admission. Elle pourra vraiment répondre à toutes vos questions si jamais il y en a. Et donc on reste à dispo. Mais voilà, merci tout le monde, pour ce petit moment qu'on a pu passer ensemble. Ah bah super, vous voyez, il y a Charles qui recommande, le bootcamp en plus. Alors, comment faire quand on est hyper empathique? Quel parcours suivre au niveau du storytelling? Encore une fois, Alexandra, il y a cette petite chose où beaucoup d'entraînement. Il y a beaucoup de démystifier certaines parties peut-être de ton parcours qui vont susciter plus d'émotions que d'autres. Et du coup, de se dire, en fait, je vais me poser déjà toute seule dans ma préparation pour se dire, OK, pourquoi est-ce que ça suscite énormément d'émotions? Pourquoi ça, c'est un sujet peut-être un petit peu touchy, un petit peu sensible. Et du coup, déjà, axer ta préparation de cette façon-là. Et la deuxième chose que je te dirais, parce que je me retrouve dans ce que tu dis, dans le sens où je suis très empathique, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose où à un moment, je me suis rendu compte que je pouvais pas continuer à faire mes entretiens et passer cette partie un petit peu sous silence. Donc, c'est juste, j'ai trouvé la bonne façon de le tourner en disant, voilà, moi, je suis quelqu'un de très tourné vers les autres, très tourné vers mes collègues, et ça se ressent dans telles et telles actions que je prends au quotidien. Et donc, voilà, tu l'amènes aussi un petit peu de cette façon-là, mais je recommanderais pas nécessairement d'essayer de le cacher à 100% parce que si c'était vraiment quelque chose si c'était vraiment quelqu'un d'hyper empathique, c'est un truc que tu vas sentir beaucoup. Et là, que je pourrais ajouter à ça, c'est fais-toi un petit peu des scénarios. Si tu es hyper empathique, ça veut dire que selon la personne que tu as en face, tu sais que potentiellement tu peux partir dans une direction ou dans une autre, tu sais que potentiellement tu vas être plus ou moins touché. Donc fais-toi un petit peu tes scénarios de voilà, si j'ai un recruteur un petit peu froid, sur quoi je vais, quels sont mes petits points de repère qui me permettent de me sentir un peu plus stable et un peu plus sereine. Donc n'hésite pas à vraiment décomposer un petit peu ta préparation sur ces différents éléments. J'ai pas fait attention, je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions, mais vraiment, merci à tout le monde. Du coup, on va clôturer ce webinaire. Vous le retrouverez en replay du coup sur notre chaîne YouTube Join Indigo. Et pour ceux qui pensent se former, écoutez, j'espère pouvoir vous retrouver dans notre formation responsable RSE. Donc voilà, à très bientôt et merci à tous.